Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Le président Ismail Marguelé remet le prix mondial de la finance islamique 2018 au président Bakir Izetbegovic. Et en Syrie, le chef de la diplomatie syrienne réclame le retour des réfugiés. C'était les sommaires. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismail Marguelé, a remis hier à Sarajevo, en Bosnie, le prix mondial de la finance islamique 2018, Global Leadership and Islamic Finance Award, au président Bakir Izetbegovic de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le chef de l'État est en visite en Bosnie-Herzégovine depuis vendredi dernier. La cérémonie de remise du prix s'est déroulée à l'hôtel Hills de Sarajevo en présence de délégués, de personnalités et représentants de nombreux pays et d'institutions financières œuvrant pour le développement de l'essor et des bonnes pratiques concernant la finance islamique. Tout comme Djibouti, honoré en 2017 à Astana par les organisateurs du Global Leadership and Islamic Finance Award, c'est à la Bosnie-Herzégovine et à son leader qu'échoua cette année 2018 le prix en reconnaissance des réformes structurelles cruciales initiées ces dernières années avec la modernisation et l'harmonisation. Et voilà donc que le chef de l'État Ismail Marguelé a remis le prix à son excellence Bakir Izetbegovic. Le chef de l'État Ismail Marguelé a exprimé à cette occasion ses plus vives félicitations à Bakir Izetbegovic, le président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, pour les progrès remarquables enregistrés par son pays afin de pérenniser la stabilité, d'améliorer son attractivité pour les investissements et diversifier ses activités économiques. Finance Awards. I would like also first to... S'adressant à son homologue de Bosnie, le président Guelleh a indiqué que le prix qui lui est attribué par les membres du comité des Awards vient couronner le travail accompli en faveur de la finance islamique. Il constitue aussi, a-t-il ajouté, un stimulant qui contribuera donc, j'en suis convaincu, comme cela a été le cas pour mon pays, à la promotion et à la vulgarisation de la finance islamique. Après la cérémonie officielle, M. Ismail Marguelé et l'ensemble des lauréats de la GIFA 2018 ont été conviés par le président Bakir Izetbegovic à un dîner de gala. Le chef de l'État donc a continué son discours en indiquant qu'il adresse ses expressions les plus sincères et le remerciement de notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la Bosnie-Herzégovine pour toutes les dispositions prises en vue de l'organisation de la 8e édition Global Islamic Finance Awards. Il m'échoit, le chef de l'État a-t-il précisé aujourd'hui, l'immense honneur de vous remettre le prestigieux prix Global Islamic Finance Award dans cette belle ville de Sarajevo, ville martyre il y a un quart de siècle lors de la guerre des Balkans. Aujourd'hui, Sarajevo donne le plus bel exemple de savoir-vivre ensemble des diverses communautés religieuses et linguistiques. Le seul canon qui tonne est celui du Smaïjou, donc le canonnier qui, du haut plateau de Zuta Tabija, fait tonner le canon pour annoncer la fin du jeûne du Ramadan. Monsieur le Président a précisé, le chef de l'État djiboutien, ce prix qui vous est attribué par les membres du comité des Awards vient couronner le travail accompli en faveur de la finance islamique. Il constitue aussi un stimulant qui contribuera, j'en suis convaincu, comme cela a été le cas pour mon pays, à la promotion et à la vulgarisation de la finance islamique. Dans un contexte international marqué par le tarissement des liquidités, la finance islamique constitue
une réelle alternative et un complément pour faciliter la mobilisation des ressources financières nécessaires pour le financement de grands projets d'infrastructure et du développement durable. Monsieur le Président, distingué participant, a poursuivi le chef de l'État dans sa déclaration à titre d'illustration. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu du développement de la finance islamique dans mon pays. Le secteur financier de la République de Djibouti a connu un développement rapide depuis 2006 sous l'impulsion des banques islamiques. L'arrivée donc de ces banques islamiques constitue dans le paysage bancaire djiboutien d'accroître la concurrence dans le marché et de diversifier l'offre des produits et des services bancaires. Avec une part de marché sans cesse grandissante de 20% et des produits novateurs, les banques islamiques ont su attirer une clientèle plus large et améliorer les indicateurs de l'inclusion financière. La gestion prudente des banques islamiques basée sur le partage des risques et les financements garantis par des actifs a incité les banques conventionnelles à innover continuellement leur gamme de produits et services et à améliorer leurs relations avec la clientèle. Dans son discours, le chef de l'État a conclu « Je remercie les organisateurs de la JIFA et félicite le président et son homologue de la Bosnie-Herzégovine, Bakir Izetbegovic, et à l'ensemble des lauréats de l'année qui se sont distingués par leurs travaux et réalisations pour la promotion et le développement de la finance islamique. Enfin, je forme le vœu que ce prestigieux prix soit un puissant catalyseur pour l'amplification de la finance islamique en Bosnie-Herzégovine et dans vos pays respectifs. Puisse Dieu nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Je vous remercie pour votre aimable intention, a conclu son discours le numéro 1 djiboutien. Le président Guelleh a en outre visité le musée de la mairie de Sarajevo. En marge de sa visite à Sarajevo, le chef de l'État Ismail Omar Guelleh s'est rendu hier au milieu de la matinée au musée de la mairie où il a été accueilli par le maire Abdullah Skaka. Le chef de l'État a fait une immersion au sein de l'ancien bâtiment de la mairie, un lieu historique pour ce pays où le maire a présenté la ville et son riche patrimoine. Le musée de la mairie est situé dans un sous-sol de Sarajevo, un bâtiment qui est l'un des symboles reconnaissables de la capitale de la Bosnie-Herzégovine et un symbole mondial de la rencontre des civilisations. L'exposition permanente du musée retrace l'histoire de la rénovation de la mairie depuis presque 2 décennies. Selon les explications du maire Abdullah Skaka au président Guelleh, la mairie a été inaugurée en 1896 pendant l'occupation austro-hongroise de Sarajevo. Située à l'intersection des 3 rues principales de Sarajevo, la mairie est un monument au multiculturalisme de la Bosnie. Le bâtiment a été utilisé en tant que tribunal municipal et parlement jusqu'en 1948. En 2003, le gouvernement de Sarajevo a décidé que le bâtiment abrite le siège de l'administration de la ville ainsi que de la Bibliothèque nationale et l'Université de la Bosnie-Herzégovine. Le style pseudo-mort était une tentative austro-hongroise de développer un style national bosniaque pour permettre aux valeurs l'héritage islamique de la Bosnie acquis pendant plus de 400 ans. En témoigne du pouvoir d'attraction du Sarajevo en tant que trésor de l'architecture nationale ottomane, austro-hongroise et bosniaque. Après sa visite au musée de la mairie, le président de la République a effectué une visite guidée à pied dans la vieille ville de Sarajevo, accompagné du maire de la ville et les autorités djiboutiennes. Le président Guelleh s'est rendu dans le centre étroit de la ville. Au cours de cette visite, il a été informé des divers détails concernant la construction des bâtiments
ainsi que d'autres données historiques pertinentes sur ces monuments sacrés qui témoignent du patrimoine culturel extrêmement riche et diversifié de la Bosnie-Herzégovine. Ce centre historique de la ville abrite une succession de petites maisons d'architecture ottomane, toutes converties en boutiques, cafés et restaurants, avec une place centrale où trône la célèbre fontaine appelée Zibelj. C'est le point névralgique de Sarajevo, avec des boutiques d'objets artisanaux, des tapis, des tasses à café et cafetières par exemple, mais aussi des mosquées, notamment la grande mosquée Gaziursev, construite en 1531. Avant la guerre, il s'agissait d'une des plus belles mosquées des Balkans, un symbole architectural de la période ottomane. De nombreux bâtiments sont construits à côté des anciennes maisons ottomanes comme une continuité. En un pas, on passe d'un empire à l'autre dans la même rue, d'une influence orientale à un style européen classique. Le chef de l'État a eu l'occasion de saluer plusieurs touristes et des pédestriens bosniaques présents sur place. Au cours de ce déplacement, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Turquie et le gouverneur de la Banque centrale donc accompagnaient ces petits pas à la capitale, le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'appel à la prière à l'Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane Ali, et l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Adan Hussein Abdullahi, ont assisté donc à la cérémonie de remise du prix et aux discussions entre le président Guelleh et son homologue bosniaque. Suivons la réaction du gouverneur de la Banque centrale. Venu avec le chef d'État, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, pour participer à la distribution des prix de JIVA. Le JIVA, c'est une cérémonie qui est composée de toutes les institutions financières internationales, composée des universitaires, des directeurs de banques, des banques, toutes les banques qui sont concernées par l'évolution de la finance islamique. Comme vous le savez, l'année dernière, notre président a eu le prix du meilleur leader qui soutient la finance islamique, et ce rôle lui a été décerné l'année dernière à Astana. Cette année, le meilleur prix qui est décerné en général au chef d'État a été décerné au président bosniaque pour l'encourager dans ses efforts dans la promotion de la finance islamique, mais aussi pour encourager le pays, la Bosnie, à profiter de ce que la finance islamique peut apporter en termes d'alternatives de financement de leur économie. Vous savez que la Bosnie, Herzégovine, a vécu il y a à peu près un quart de siècle un désastre, beaucoup de problèmes, de conflits entre populations, et depuis ils sont en train de remonter la banque. C'est un pays dont la majorité de la population est composée de musulmans. Et donc, les banques islamiques ont vraiment beaucoup de chances de s'y développer. Le président a bien voulu honorer de sa présence pour transmettre le prix au président bosniaque. Il est aussi de tradition que le détenteur du prix précédent remette le prix au chef d'État suivant. Le président de la République a été remarqué pour ses efforts depuis plusieurs années dans le soutien qu'il apporte tous les ans à la promotion de la finance islamique. Il est vraiment connu dans le monde de la finance islamique pour tous ses efforts et tout son soutien qui sont inestimables et qui nous permettent à Djibouti d'être connu comme une place financière qui attire pratiquement toutes les années tout ce que le monde de la finance islamique a d'experts, de universitaires pour faire à la fois la promotion de la finance islamique, mais également la promotion de notre pays pour que ce produit qui est tant essentiel à la croissance économique puisse apporter de meilleurs fruits pour la croissance. Retour à Djibouti avec cet atelier de formation pour les membres de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, en étroite collaboration avec l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a lancé ce matin un atelier de renforcement des capacités de nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme et la société civile à l'Institut diplomatique.
Au cours de cet atelier qui va durer 3 jours, plusieurs thématiques aussi riches que variées seront présentées et expliquées aux participants par un panel d'éminentes personnalités, dont des spécialistes du droit, mais aussi des experts en la matière. Tous des pas fondamentaux pour aller en face. Force est de constater que la présente réunion tombe à point nommé, car la CNDH vient d'initier ce processus d'accréditation conformément aux principes de Paris. Je pense que c'est important de réfléchir sur un point. Où est-ce que l'on est et pourquoi on est là? On a beaucoup d'anniversaires vraiment spéciaux qui vont se passer cette année. Et ce n'est pas seulement des morceaux de papier. Notre présence ici, c'est le signal que les droits de l'homme sont beaucoup plus qu'un noble idéal, car ils sont là pour protéger les individus, les communautés, et en fin de compte, le respect de la cohésion sociale. Avec les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, les droits de l'homme ouvrent la voie vers un monde sans discrimination ni exclusion, un monde de paix, un monde de prospérité durable, un monde où, en définitive, personne n'est pas laissé de côté. Je saisis cette occasion pour féliciter le gouvernement à travers son Excellence le ministre de la Justice et pour les efforts qui ne cessent pas de mener pour la protection et la promotion des droits de l'homme à Paris. Selon le ministre de la Justice, l'objectif de cet atelier entre aussi bien dans le cadre de la promotion que de celui de la protection des droits humains, l'élaboration des rapports périodiques ou alternatifs aux organes des traités et l'élaboration du règlement intérieur de la CNDH, ainsi que la mise en œuvre du décret d'application de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNDH. Depuis sa création en 2008, la CNDH a reçu du gouvernement et du gouvernement en général et du ministère de la Justice en particulier tous les efforts pour aider la Commission nationale des droits de l'homme à réaliser pleinement et efficacement les missions nobles de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette institution a en 10 ans d'existence connu 2 réformes majeures. L'objectif de ces réformes était de garantir plus d'indépendance, plus d'équité genre et plus de représentativité. Tous les acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'homme sont représentés. La parité genre est, comme le prévoit la loi, quasi assurée. Ces réformes étaient accompagnées par des renforcements des capacités. À ce jour, la Commission nationale des droits de l'homme bénéficie et gère en toute indépendance des moyens humains et matériels qui lui permettent de s'acquitter convenablement des missions qui sont les siennes. Tous ces efforts prouvent, s'il en est encore besoin, que le gouvernement considère la Commission nationale des droits de l'homme comme un partenaire incontournable dans la réalisation des engagements de notre pays dans les droits de l'homme. Mesdames et Messieurs, le gouvernement et le ministère de la Justice en particulier sont toujours à vos côtés pour vous apporter les soutiens nécessaires afin que notre CNDH puisse entamer la procédure d'accréditation et à terme bénéficier du statut A. Direction le sud du pays, Ali Sabi, avec cette marche blanche qui est organisée ce dimanche à Sadjoug à l'initiative de la première dame et présidente de l'UNFD en hommage à Mahado Dahir, 16 ans, sauvagement assassiné il y a une semaine. Membres du gouvernement, UNFD, pères, mères et familles, enseignants et surtout des centaines de lycéens étaient en rendez-vous pour dénoncer d'une même voix cet acte de barbarie sans précédent dans la région du Sud. La marche a débuté à l'entrée de la ville. C'est tous vêtus de t-shirts blancs sur lesquels on pouvait lire « Justice pour Mahado ».
que les participants et en particulier les lycéens scandaient en même temps sur tout le parcours de la marche. Pour les organisateurs, plus d'un hommage et l'expression d'une solidarité, il s'agissait avant tout de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui s'est passé et dire plus jamais ça. La marche blanche marque la détermination aussi des Assadjouk pour connaître la vérité de cette affaire tragique, comme le témoigne la mobilisation exceptionnelle lors de cette manifestation de nombreuses mères et des sages de la ville d'Ali Sabieh. Sur leur banderole étaient marqués des messages comme les Ukal d'Ali Sabieh disent non aux actes de barbarie contre nos enfants, notre culture et notre religion ne nous permet pas. La marche s'est achevée devant la préfecture où a lieu un immense rassemblement de tous les participants. Les intervenants issus du gouvernement et de la société civile se sont succédés pour dénoncer fermement l'acte sauvage dans un premier temps et rassurer ensuite la population que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Parmi les intervenants, le cher Abdillahi qui a ému tout le monde dans une brèche contre la violence en général et surtout dans celle d'une atrocité inqualifiable dont a été victime Mahadou Daher. واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم وبلغ لنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولا ليال Recrutement des professeurs. Les épreuves écrites du concours de recrutement des professeurs et professeurs adjoints du MENFOP pour la rentrée 2018-2019 ont débuté aujourd'hui sur les principaux sites du lycée d'État de Djibouti, CEM Boulaos et au CFEFF. Cette année, quelques 63 candidats participent à ce concours afin de pourvoir aux 350 postes d'enseignants et de formateurs ouverts au recrutement dans 24 disciplines allant des filières d'enseignement général aux filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'issue des épreuves écrites, les premières délibérations seront effectives à partir de lundi 8 octobre 2018, puis le second groupe d'épreuves orales, cette fois-ci, se dérouleront dans les journées de mercredi et jeudi 10 et 11 octobre. La proclamation des résultats finaux auront lieu dimanche 14 octobre 2018. Comme à l'accoutumée, la délégation conduite par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahayoub, et son homologue du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed, s'est rendue successivement aux différents centres où les gens passer les examens. Au cours de ce déplacement, les officiels des ministères de l'Éducation nationale et du Travail ont visité les salles de concours pour s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours et ceux sont longuement entretenus avec les chefs des centres. Écoutons à présent cet extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Mohamed Digdik. Et le concours d'élèves professeurs que nous organisons conjointement avec le ministère du Travail et le MENFOP. Le concours se passe sur 3 sites, le CEF, le lycée de Djibouti, le CS de Boulaos. Alors, quelques 2063 élèves se sont inscrits et vont concourir dans les différentes disciplines. Donc là, maintenant, les exigences ont changé. Il s'agit d'un corps unique et pour concourir, il faut être titulaire de la licence au minimum. Les choses se déroulent correctement, il n'y a aucun incident à déplorer. Tout se passe très bien, c'est un concours que nous avons l'habitude de faire et qui se passe très bien. Et ce magazine de la rédaction, nous nous sommes intéressés sur l'enseignement de l'arabe. Quelle est la place qu'occupe la langue arabe dans l'éducation nationale? C'est un magazine réalisé par notre confrère Mohamed Abdillahi. Est l'une des langues officielles en République de Djibouti et revêt une grande importance en tant que la langue du Saint-Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon des estimations récentes, au cours des 3 dernières décennies,
les Djiboutiens se tournent de plus en plus vers l'apprentissage de l'arabe. La langue parlée par des centaines de millions de personnes à travers le monde en tant que langue maternelle ou langue secondaire. اللغة العربية لغة موجودة قديما وحديثا ولكن في هذه الأيام الأخيرة زاد. La demande d'éducation arabe à Djibouti a été causée par plusieurs raisons, dont notamment l'amélioration de la perception de la société djibouti vers la langue arabe et de son importance de haut standing dans la société. Les écoles privées arabes à Djibouti, supervisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a contribué efficacement et considérablement à la renforcement de son statut dans la société. Dans ce contexte, l'école Al-Azad, qui a été créée en 1986, est l'une des écoles privées arabes de Djibouti, qui a joué un rôle important dans l'enseignement et la diffusion du Saint-Coran dans la langue arabe, mais aussi de la culture islamique. Plus de 4000 étudiants ont été diplômés de cet édifice scientifique qui comprend des niveaux primaires, collèges et secondaires. Cet établissement d'enseignement, qui compte actuellement environ 350 étudiants, fait l'objet d'une surveillance, d'un suivi continu de la part du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les parents sont de plus en plus conscients et intéressés par la langue arabe, et en particulier dans les dernières décennies. Grâce à l'encouragement et le soutien indéfectible offert par le gouvernement dirigé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'enseignement arabe s'est considérablement amélioré au cours des dernières décennies. Le chef de l'État a pris l'initiative, après avoir reçu le pouvoir en 1999, pour promouvoir la présence de la langue arabe à Djibouti. Depuis lors, les certificats arabes sont devenus équivalents aux certificats français. Ainsi, des bourses et des emplois gouvernementaux sont à la disposition de tous les diplômés, sans exception. L'école exemplaire dénommée Shrad, située dans le quartier du Stade, qui a récemment célébré son 40e anniversaire, contribue aussi à la promotion et au développement de la langue arabe. Le président de la République a accordé cette école une superficie de 10 000 mètres carrés dans laquelle le nouveau bâtiment de l'école a été construit. Plus de 1600 étudiants ont été diplômés de cet édifice scientifique qui comprend des niveaux primaires, collèges et secondaires. Souligne que la création de cet établissement scolaire dans les années 1968 par son père, Cheikh Mohamed Osman, a pour vocation pour éduquer les jeunes et leur transmettre les valeurs et les enseignements des idéaux islamiques et supérieurs. Cette institution s'efforce de fournir aux étudiants des connaissances et des compétences différentes, de les préparer à être des éléments utiles de la société civile. De nombreux parents envoient leurs enfants dans des écoles arabes de Djibouti, convaincus de l'importance de cette langue. Enfin, le désir de comprendre l'islam a incité des individus et des groupes du monde entier à étudier la langue du Saint-Coran à ce jour. Le 26 septembre dernier, vers 15h, agissant sur renseignement, les gendarmes de la brigade de PK12 Nord se sont transportés au quartier communément appelé Cité Chebele, situé au PK13. Sur place, les gendarmes ont procédé à l'interpellation d'un ressortissant chinois qui a installé une machine de dessalement d'eau de robinet dans une maison exclusivement louée pour ce commerce clandestin, et ce, depuis le mois de juillet 2018. Au cours de la perquisition, les gendarmes ont découvert dans cette maison 40 bobonnes d'eau prêtes à être vendues. La personne mise en cause approvisionnait en eau minérale ses compatriotes pour éviter qu'ils achètent les marques d'eau locales sans se soucier des règles élémentaires d'hygiène. Dans son audition, le ressortissant chinois a reconnu qu'il produisait 30 à 40 bobonnes de 18,9 par jour et les vendait à raison de 800 francs Djibouti l'unité, soit un bénéfice net de 1 260 000 de nos francs. Il ne dispose d'aucune autorisation écrite ou verbale de la part des autorités sanitaires compétentes. Il a été placé en garde à vue et déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce genre de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays et à la santé de ses habitants. Pour clore l'actualité nationale avec cet avis de recherche qui est lancé à M. Omar Roble Okiye,
qui est atteint d'un trouble mental, est recherché par sa famille. Il a quitté le domicile familial depuis début septembre et n'est plus réapparu depuis. N'ayant aucune nouvelle sur son sort, la famille le recherche désespérément. Toute personne l'ayant connu ou pouvant avoir la moindre information sur lui est priée de téléphoner au numéro suivant, le 77 85 90 51 ou le 86 47 59, ou le ramener au commissariat de la police le plus proche. Je vous rappelle le numéro 85 90 51 ou le 86 47 59, ou le ramener au commissariat le plus proche. La famille de M. Omar Roblé vous remercie pour votre soutien d'avance. De là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Asma Oubaker qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Nous commençons avec l'Indonésie, ce séisme qui a été suivi par un tsunami et qui a fait plus de 830 morts et des villes entières ont été détruites dans ce pays. Oui, effectivement, Ali, le bilan humain est déjà meurtrier. Au moins 800 personnes sont mortes, des milliers sont gravement blessées. Il est très difficile de soigner ces personnes dans le besoin. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, restent surchargés, dépassés par les événements. À Palu, des carcasses de véhicules, des bâtiments effondrés témoignent de la violence des secousses. Les habitants peinent à trouver des vivres et même un abri. Désormais, leur plus grosse crainte, c'est qu'il n'y ait des répliques de tremblements de terre. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles, formé par la convergence de 3 grandes plaques tectoniques, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le 26 décembre 2004, elle avait été frappée par une série de tremblements de terre dévastateurs, dont l'un de magnitude 9,1 sur l'île de Sumatra. Et nous enchaînons avec la Libye où l'ONU juge qu'il est difficile de respecter la date du 10 décembre pour la tenue des élections. Oui, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salami, a déclaré hier qu'il était difficile de tenir des élections le 10 septembre comme prévu par le calendrier adopté à Paris en raison des violences et des retards dans le processus législatif. Réunis à Paris, famés par le président français Emmanuel Macron, 4 principaux protagonistes du conflit libyen s'étaient engagés à organiser des élections générales le 10 décembre. Si la France a continué à presser pour le respect de ce calendrier, plusieurs analystes et diplomates avaient estimé d'emblée que la fragmentation et l'anarchie dans le pays rendaient ces promesses fragiles. Concernant Asma la Syrie, depuis la tribune des Nations Unies, alors que les prisons sont remplies d'opposants et de détenus torturés, le chef de la diplomatie syrienne, Walid al-Muallim, a appelé au retour des réfugiés. La porte est grande ouverte et tous les Syriens peuvent revenir. C'est l'appel du chef de la diplomatie syrienne hier, depuis la tribune des Nations Unies, à New York, quand Walid al-Muallim réclame dans le même temps le départ des forces militaires des États-Unis, de la Turquie et de la France, une coalition, selon lui, illégitime, déployée en Syrie sous prétexte de combattre le terrorisme. Aujourd'hui, la situation sur le terrain est plus stable et plus sûre grâce aux progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement syrien continue de réhabiliter les zones détruites par les terroristes pour revenir à la normalité. Toutes les conditions sont désormais réunies pour le retour volontaire des réfugiés syriens dans le pays qu'ils ont dû alors quitter en raison du terrorisme et de mesures économiques unilatérales qui visent leur vie quotidienne et leurs moyens de subsistance. Fin de citation. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a achevé sa visite officielle en Allemagne. Il a eu des entretiens avec notamment Angela Merkel. Oui, une visite pour rien ou presque. Recep Tayyip Erdogan a achevé hier une visite d'État de 3 jours en Allemagne, à Cologne, où il a inauguré la plus grande mosquée du pays sous l'étroite surveillance des forces de sécurité qui avaient tenu à l'écart les partisans du président turc comme ses opposants. Les autorités allemandes ont interdit un rassemblement de 25 000 personnes devant cet édifice construit par l'organisation musulmane Union turco-islamique pour les affaires religieuses, laquelle entretient des liens étroits avec Ankara. Au cours de ce voyage entamé jeudi, le président turc espérait favoriser un rapprochement avec Berlin après une longue phase de tension entre les deux pays, surtout depuis le putsch manqué de juillet 2016 en Turquie.
Mais la chancelière Angela Merkel a constaté vendredi, après avoir rencontré le président turc, la persistance de profondes divisions entre les deux pays. À Cologne, Recep Tayyip Erdogan a pourtant allé lui qualifier sa visite en Allemagne de fructueuse et couronnée de succès. Et on termine avec le Brésil où se tient une présidentielle sous la menace de l'extrême droite. Oui, les Brésiliens votent le 7 octobre pour le premier tour de la présidentielle. Eh bien, un scrutin extrêmement polarisé qui pourrait voir pour la première fois un candidat d'extrême droite arriver en tête dans le plus grand pays d'Amérique latine. Apologue de la dictature, Jair Bolsonaro et de ses tortionnaires devrait, si les sondages disent vrai, devancer le candidat du Parti des travailleurs de gauche, Fernando Haddad, remplaçant donc de l'ex-président Lula. Quelques 147 millions de Brésiliens doivent choisir le successeur du conservateur Michel Temer, qui aura pour défi titanesque d'extraire le pays de l'ornière économique, 23 millions de pauvres, on le rappelle, 13 millions de chômeurs, de réduire une violence digne d'un pays en guerre et de restaurer la confiance du peuple dans les élites politiques corrompues. Merci Asma Oubacar pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.